Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vents locaux, le podcast de sciences de chez nous consacré à la façon dont le climat traverse nos cultures, nos territoires et nos histoires. À la présentation, Bilal Taïrou. À la une de cette édition, pluie imprévisible, récolte perturbée et une inflation qui finit dans les assiettes. Le souffle du terrain s'arrête aujourd'hui au cœur des marchés ouest-africains où les prix s'envolent au rythme du climat. Décryptage avec Mariam Sanogo. Au Sénégal, un jeune activiste surnommé Tonton Vert a lancé le quartier Vert Challenge, un défi collectif pour transformer des quartiers en oasis urbaines. Stéphanie Bankungu est allée à la rencontre d'Abdou Touré, l'instigateur du mouvement. Les échos du terrain nous parviennent d'Abidjan avec une question simple mais qui secoue. La planète vivrait à crédit à partir du 24 juillet. Qu'est-ce que cela signifie? Glace Lama a creusé le sens et les implications de ce qu'on appelle le jour du dépassement. Vent favorable, c'est votre boussole mensuelle. Entre repères marquants, appel à projet, rendez-vous pour l'avenir, Bertine Kalnimé partage 3 vents porteurs à suivre de près pour ce mois-ci. Enfin, Mardo Chebouli nous entraîne dans les racines du savoir, au cœur d'une forêt sacrée de Casamance, au Sénégal, où les baobabs ne sont pas que des arbres, mais des gardiens de pactes anciens entre les hommes et la nature. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qu'on ouvre tout de suite avec Climat Express, le meilleur de l'actu, climat et environnement, résumé par Mardo Chebouli, qui fait d'ailleurs son entrée sur le plateau. En 120 secondes chrono, top, c'est parti. La finance verte, c'est le nouveau souffle pour faire face aux urgences climatiques locales. Une étude publiée en avril 2025 dans l'African Scientific Journal par Sarah Bayoud, docteur en sciences économiques et de gestion, révèle que les collectivités territoriales manquent d'autonomie financière, et ce, malgré leur rôle de première ligne face au dérèglement climatique. L'étude met en lumière des mécanismes concrets pour la finance verte, tels que les obligations vertes, la fiscalité environnementale et les budgets verts. Cependant, pour que la finance verte atteigne son plein potentiel, il est important de renforcer la gouvernance locale, de planifier de manière intelligente et de former les acteurs impliqués. En bref, l'étude a montré que la finance verte n'est pas qu'un simple outil financier, c'est un levier stratégique essentiel pour un développement durable et résilient au niveau des territoires. Le Burkina Faso fait le choix de l'espoir vert. Face à une perte alarmante de 0,8% de sa couverture forestière chaque année, le pays a lancé une vaste campagne de réforestation. C'était à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, le 21 juin dernier. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a rappelé chaque citoyen à s'engager dans la protection des forêts, essentielle pour l'environnement, la santé et la sécurité alimentaire. L'urgence est réelle. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Burkina Faso connaît l'un des taux de déforestation les plus élevés d'Afrique de l'Ouest. Les conséquences sont graves: disparition de la biodiversité, érosion des sols, baisse des rendements agricoles. Pour faire face aux défis climatiques, l'Afrique se dote de nouveaux outils. L'African Institute for Sustainable Energy and Systems, ce centre de recherche fondé par le climatologue malien Youba Sokona, entend accélérer la transition énergétique sur le continent. Il agit sur 4 axes: la planification bas carbone, la gouvernance, le financement de la transition et le renforcement des compétences locales. L'objectif, garantir un accès équitable à l'énergie tout en réduisant les émissions. Voilà pour les faits marquants de ce mois côté climat et environnement. Restez avec nous, l'actualité continue sur le terrain. Merci Mardoché pour ce tour d'horizon. On vous garde avec nous sur le plateau. C'est l'heure de notre grand format, le souffle du terrain. Direction les marchés d'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mali, là où les prix s'envolent au rythme du climat, comme on l'annonçait dans les titres. C'est une autre facette des bouleversements climatiques que nous explorons aujourd'hui, avec des signes tels que des saisons déréglées, des récoltes incertaines, des pénuries soudaines. C'est une réalité désormais évidente. Le climat bouleverse l'agriculture. Conséquence, les prix flambent sur les étals, les assiettes se vident, les familles tentent de faire face. Alors, par quel mécanisme est-ce que le climat influence-t-il les marchés ouest-africains? Quelle est l'ampleur du phénomène? Comment les familles tentent-elles de s'adapter? Marché sous tension, quand le climat dicte les prix,
C'est un reportage signé Mariam Sanogo pour 20 locaux. Des sacs de mil empilés sous un auvent, des paniers de légumes posés à même le sol dans la chaleur humide de Bamako, au Mali, les cris des vendeuses et vendeurs résonnent déjà entre les étals. La journée commerciale s'anime tout comme au cœur de tous les marchés ouest-africains. Mais au fil des semaines, une question revient sur toutes les lèvres. Pourquoi les prix s'envolent si vite? Derrière ce casse-tête des marchés, une réalité s'impose. Les récoltes sont imprévisibles, les saisons déréglées, le climat joue avec les étiquettes. Pour lever le voile sur ces secousses invisibles, j'ai donné la parole à celles et ceux qui les vivent sur les marchés comme dans les champs, et à ceux qui, dans leur bureau, cherchent à les expliquer et à trouver des solutions. Tout commence sur les étals, ici même au marché de Atitebourou 1008 logements, à Bamako. Parmi les sacs de céréales, Boubacar Diawara, vendeur de céréales et de condiments, observe au quotidien les yo-yo des prix. Écoutons-le. Pour le maïs non décortiqué, par exemple, quand la saison bat son plein et que les cultures arrivent à maturité, on peut acheter les sacs de 100 kg autour de 20 000 ou 15 000 et quelques francs. Mais en ce moment, il faut compter 25 000 francs CFA. Un peu plus loin, entre les paniers de gombo et de tomates, Aminata Ifanta, vendeuse des légumes, partage elle aussi leur inquiétude. Elle raconte les difficultés à gérer les humeurs des clients face aux prix qui changent d'une semaine à l'autre sous l'effet des pluies imprévisibles et parfois trop abondantes qui compliquent l'approvisionnement. Aminata décrit sa réalité. Aujourd'hui, la cherté des denrées alimentaires nous fatigue vraiment. Quand juin arrive, les denrées alimentaires deviennent chères parce que pendant la saison pluvieuse, la culture des denrées n'est pas du tout abondante. Toutes les denrées deviennent chères. Elles ne poussent pas bien dans les champs et les fournisseurs augmentent les prix aussi. Là où nous allons nous approvisionner, c'est déjà cher là-bas. Tu achètes et après, il y a trop de plaintes. Et Fanta complète. Vous voyez, quand les clients viennent, ils disent que c'est trop cher. Il y a beaucoup de plaintes. Toutes les marchandises ont pris de la valeur. Vous voyez, non? Quand l'hivernage arrive, dès que la pluie commence à tomber, les cultures ne donnent plus bien. Ce n'est pas facile et c'est pour ça que les prix montent. Des hausses de prix qui au final se répercutent dans les assiettes. Deux mères de famille à Bamako et Sikasso nous partagent leur expérience. Voici Fanta Sissoko à Bamako. La vie est très chère maintenant. Depuis à la veille de la fête du Ramadan, les prix ont commencé à augmenter petit à petit. De 150 ou 175, aujourd'hui, on se trouve avec 400 par le prix de l'oignon. La pomme de terre était à 250. Aujourd'hui, on se retrouve avec 600 francs. Nous, en tant que mère de famille, on fait avec. On n'a pas assez de moyens. Là où nous sommes aujourd'hui, au Mali, tout le monde se plaint. Surtout du côté d'argent. Tout le monde dit que ça ne va pas. Fatoumata Yalkoué depuis Sikasso. Ce dernier mois, ce qui a assez plus changé à nos achats, ce sont les achats de tomates. Avant, on achetait une boîte de tomates à 300 ou à 350 francs. Mais maintenant, on les achète à 600 francs ou à 650 francs. Et souvent, on dit ça à 1500 même. On renonce à certains produits, tels que tomates, et choux et l'aubergine. On remplace les tomates par les tomates concentrées.
À la vérité, ce sont les agriculteurs qui subissent en amont les caprices du ciel, le changement des régimes de pluie et les précipitations beaucoup plus abondantes affectent les cultures. À Kangaba, Brissa Diawara, cultivateur de maïs et d'aubergines, témoigne. Quand la saison de pluie se passe mal et que les récoltes n'ont pas été abondantes, cela peut être la cause de la cherté des denrées alimentaires sur le marché. Parce qu'il n'y a pas eu assez de production. Les commerçants sont obligés d'augmenter les prix puisque leur bénéfice est réduit. L'hivernage passé, les cultures agricoles étaient florissantes. Bon, au départ, les cultures étaient bonnes. C'est vers la fin que l'eau est venue tout gâter. L'an passé, on a eu la pluie très tôt et on a commencé à cultiver à partir du 20 juin. Cette année, la pluie tarde à tomber. Nous arrivons presque à la fin du mois de juin et on n'a même pas pu semer. Mais comment ces bouleversements du climat se traduisent-ils sur les marchés? Quittons un instant l'agitation des étals et suivez-moi jusqu'au bureau de Tougman Noé, ingénieur agronome et spécialiste de l'agriculture tropicale qui nous aide à relier les points entre climat, récolte et prix. Il faut savoir que quand on parle de climat-agriculture, on voit directement la température, les précipitations, c'est-à-dire les pluies. C'est surtout ces facteurs-là qu'on voit beaucoup quand on parle de climat dans l'agriculture. Mais il faut noter aussi que le changement climatique, là, c'est pas côté rareté des pluies. Il y a aussi le fait qu'il y a des pluies d'inondation, des pluies excessives qui peuvent venir emporter tout et puis laisser les producteurs dans le désarroi. Tout ce qui va être comme impact négatif lié à la faible pluviométrie, au vent fort, aux inondations, ça va réduire le rendement des producteurs. Donc ça veut dire que la production agricole pendant la saison pluvieuse sera en deçà des attentes. Il y a des solutions, il y a la possibilité par exemple de faire la production contrôlée sous serre pour atténuer la chaleur qui nous empêche de bien produire quand il fait très chaud. Et au-delà de ça, il faut aussi avoir des semences résistantes, des hybrides qui permettent quand même de produire dans des conditions difficiles. Pour compléter cette analyse, voici le décryptage d'Alphonsine Mara, membre du conseil d'administration de l'Association guinéenne pour la souveraineté et la sécurité alimentaire, AGISA. Selon elle, la flambée des prix résulte d'un ensemble de facteurs, une demande qui dépasse l'offre, un manque de diversité alimentaire, la faible valorisation du consommé local et l'insuffisante implication de l'État. Il faut savoir que de nos jours, la flambée du prix des denrées alimentaires sur le marché est devenue un enjeu majeur pour nos communautés et cela est d'une part dû à la demande qui est plus grande que l'offre. Il faut savoir que la demande est plus élevée que l'offre, donc d'où l'insuffisance des produits. Il y a aussi un manque de diversité alimentaire. L'alimentation n'est pas très diversifiée. Et il y a aussi un refus du consommé local et aussi à la non-implication de l'État dans la gestion de cette situation. Donc, il faut dire que les responsabilités sont situées à tous les niveaux. Cependant, la communauté, et elle, de son côté, peut avoir notamment des initiatives très pertinentes, par contre, pour la mise en place, par exemple, des tapades ou les cultures hors sol. Mais au-delà des analyses techniques, des organisations de la société civile comme l'AGISA s'efforcent de soutenir les producteurs et de sensibiliser les consommateurs. Alphonsine partage quelques initiatives concrètes de son association. Les actions concrètes ou les résultats de notre structure sont entre autres la sensibilisation des communautés à travers les associations de femmes rurales, les producteurs, les transformatrices et les commerçants sur le consommé local, la protection de l'environnement, les bonnes pratiques agroécologiques paysannes et ensuite l'utilisation des intrants organiques à la diversité alimentaire. Quelques recommandations sont également formulées à l'endroit des autorités. En termes de recommandations, nous proposons entre autres l'implication des autorités dans le domaine agricole à travers les différents accompagnements,
2. Dans l'élevage à tous les niveaux. 3. Dans le commerce et surtout l'exemption des denrées alimentaires dans le dédouanement. Le transport à travers la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et ensuite, la promotion surtout du consommé local. Sur les marchés d'Afrique de l'Ouest, les prix bougent au gré des récoltes, mais surtout au gré des pluies, des sécheresses, des saisons déréglées. Et dans les foyers comme dans les champs, chacun cherche encore à s'adapter à ces vents qui bouleversent la table. C'était Marché sous tension quand le climat dicte les prix. Un reportage signé Mariam Sanogo pour Vents locaux. Merci Mariam pour ce reportage qui nous rappelle que derrière chaque étal, derrière chaque prix, se jouent des équilibres financiers précaires et des décisions difficiles, avec pour l'une des principales causes le changement climatique. Retour en studio pour découvrir une initiative qui bouscule les habitudes et redonne l'espoir. Au Sénégal, un jeune activiste surnommé Tonton Vert a lancé le Quartier Vert Challenge, un mouvement citoyen qui transforme des zones entières en véritables oasis urbaines. Un concept si inspirant qu'il s'est exporté dans plus d'une dizaine de pays, de la Guinée en Côte d'Ivoire, du Bénin à Madagascar, en passant par les Comores, voire au-delà du continent africain, en Europe, séduisant des communautés entières prêtes à reverdir leur cadre de vie face aux défis du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Stéphanie Bonkongo s'est intéressée à cette dynamique et à celui qui en est l'instigateur. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bilal. Bonjour Mardoché. Bonjour Stéphanie, un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Un plaisir effectivement de vous accueillir sur ce plateau, c'est votre première fois. Alors, vous revenez d'un reportage sur le terrain à la rencontre d'Abdou Touré, qu'on appelle Tonton Vert, l'initiateur du Quartier Vert Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment est née cette idée ? Eh bien Bilal, c'est une histoire à la fois simple et inspirante. Tonton Vert dit lui-même que c'est en rentrant d'un voyage qu'il a eu un déclic. Alors qu'il venait d'être accueilli dans des endroits merveilleux comme il le décrit, de retour chez lui, il a constaté l'état de sa ruelle. Des déchets, pas d'arbres, pas de fleurs. Il a décidé d'agir, balai à la main. Il a donc décidé de se lancer tout seul. Exactement. Il a commencé tout seul, puis à mobiliser ses voisins. Et peu à peu, le mouvement a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, le Quartier Vert Challenge est présent dans plus d'une quinzaine de pays africains et s'est même exporté jusqu'en Europe. Mais concrètement, Stéphanie, en quoi consiste ce défi collectif? Qu'est-ce que ça change pour les habitants? Le principe est simple, Mardoché. En réponse à votre question, je vous propose plutôt d'écouter les explications de Tonton Vert lui-même. Cela consiste à quelque chose de très simple. Pour chaque citoyen, il est impératif de nettoyer devant sa porte, devant sa maison, d'y planter des fleurs et des arbres et de ne pas jeter dans la rue, de ne pas salir. Après, l'idée c'est que si je le fais, mon voisin le fait, nous aurons une ruelle très propre et nous n'aurons pas besoin de faire des clean-up, des set-setals. Et au début, dites-moi Stéphanie, est-ce que les habitants ont tout de suite adhéré à cette idée? Pas vraiment. Il nous a raconté que les premières réactions étaient un peu sceptiques. Certains se moquaient, d'autres n'y croyaient pas. Écoutons-le. Au début, c'était un peu difficile. Les gens me voyaient comme ça dans la rue, me regardaient bizarrement parce que voir un homme balayer, voilà, c'est compliqué. Après, sur les réseaux aussi, sur les réseaux sociaux sur lesquels je partageais, les gens me disaient ça n'ira nulle part. C'est une initiative comme toutes les autres initiatives. Mais les gens ne soupçonnaient pas la dose de résilience qui était dans ma tête parce que je ne me suis pas levé d'un seul coup pour le faire. Mais avant de me lancer, j'avais bien pris la décision de le faire sur de longues années. Mais petit à petit, quand vous résistez à la vague, petit à petit, il y aura des gens qui vont adhérer. Et c'est comme ça, petit à petit, les gens ont commencé à adhérer. Je trouve que c'est fascinant de voir comme la persévérance peut transformer les choses et faire bouger les rangs. Et selon lui, pourquoi impliquer les habitants est si essentiel? Il insiste beaucoup sur le fait que la transformation doit venir de la communauté, pas d'un projet imposé de l'extérieur, surtout pour le scoop qu'il est. Parce que chaque quartier a son identité, ses problèmes spécifiques, ses solutions. Il précise. Impliquer les communautés, c'est très important pour moi. Étant scout et à fin du développement communautaire, je comprends l'importance d'impliquer sa communauté. Moi, j'ai commencé à parler à mon voisin de gauche, mon voisin de droite, celui d'en face.
et de nettoyer devant eux, qu'ils me voient et que je continue dans ce que je fais pendant des mois. Après, je suis allé rencontrer le chef de village, le chef de quartier, le comité de quartier, l'imam, les impliqués. Parce qu'il y a des projets, on ne peut pas les faire venant d'en haut. A-t-il adressé un message à d'autres jeunes africains qui voudraient peut-être se lancer également? Je lui ai posé la même question et sa réponse était très claire. Le changement commence par l'amour de sa communauté, par la fierté d'agir chez soi. À d'autres jeunes et leaders africains, moi je leur dirais, il est très important de penser à la communauté, de penser à leur environnement, au développement de leur communauté. Pour moi, la citoyenneté à la base, ce n'est pas juste voter, ce n'est pas juste être un activiste pour dire non au pouvoir. C'est avant tout aimer son pays, aimer son quartier, aimer le cadre de vie, faire tout que son quartier soit l'un des meilleurs quartiers du monde. Une belle leçon d'engagement. Et une démonstration que la citoyenneté active peut devenir contagieuse. Absolument. Merci Stéphanie pour l'éclairage sur le Quartier Vert Challenge, cette initiative aussi inspirante que innovante. Ce sont les échos d'Abidjan que nous allons entendre dans cette édition, une question plus précisément. Et c'est Mariam Maïga qui nous l'adresse. Je m'appelle Mariam Maïga. J'ai appris dans les médias que la planète vivra à crédit à partir du 24 juillet. Qu'est-ce que cela signifie? Effectuons une descente sur le terrain, direction Bamako pour retrouver Grace Lama qui est en ligne. Bonjour Grace. Bonjour à vous sur le plateau, Bilal Mardoché. Bonjour chers auditeurs. Bonjour Grace. Quels éclairages pouvez-vous apporter à la question de Mariam? Oui, Bilal, l'expression « vivre à crédit » fait référence à ce qu'on appelle le jour du dépassement de la Terre, ou Earth Overshoot Day en anglais. C'est une date symbolique fixée chaque année depuis 2006 par l'organisation Global Footprint Network, l'ONG britannique New Economic Foundation. Elle marque le moment où l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire ou régénérer en 12 mois. Cette année, ce jour tombe le 24 juillet, ce qui signifie que pendant les 5 mois restants, nous puiserons dans les stocks et fragiliserons un peu plus les écosystèmes. Pour mieux comprendre ce que cela implique concrètement pour l'Afrique et pour nos sociétés, je suis avec Brahima Traoré, expert climat-énergie et président de la plateforme Climat et Adaptation. Les conséquences de ces dépassements-là. Déjà, il faut penser à l'épuisement des sols, à la déforestation, à la perte de la biodiversité, à l'accumulation des gaz à effet de serre, souvent même à des manifestations climatiques extrêmes. Donc, cela peut aussi contribuer à augmenter l'insécurité alimentaire dans certaines parties. Historiquement, cette date-là se manifestait en mois de décembre. Mais au fil du temps, ça a un peu progressé. Actuellement, nous sommes entre les mois de juin, juillet et août. Merci Grace pour ces propos recueillis du professeur Traoré. C'est un constat assez préoccupant qui montre à quel point nos modes de vie dépassent les limites de la planète. Je partage tout à fait cet avis. Grace, peut-être une dernière question. Que faudrait-il mettre en place ou faire concrètement pour atténuer ces conséquences? Eh bien, Mardoché, je vais tout de suite me tourner de nouveau vers le professeur Traoré pour recueillir son point de vue. Alors, professeur, vous avez entendu la question de mon collègue sur le plateau. Quelle réponse concrète pouvez-vous apporter? Déjà, nous devons repenser notre manière de consommer et notre manière d'utiliser les ressources naturelles. Donc, les solutions existent. Les solutions peuvent passer par des économies circulaires, la réduction de notre émission de gaz à effet de serre, l'utilisation des énergies propres. Donc, tout ça, c'est des solutions qui peuvent être mises en place pour atténuer les conséquences du jour du dépassement. Comme vous l'avez entendu, le professeur Traoré a surtout insisté sur la nécessité de revoir nos modes de consommation et de miser sur des solutions comme l'économie circulaire et les énergies propres. C'est sur ces propos que je vous rends l'antenne en espérant avoir apporté des éléments de réponse à notre auditrice. Grâce. Merci une fois de plus pour cet éclairage et ces pistes de solutions qui montrent qu'il est encore possible d'agir pour ralentir notre empreinte écologique. Je rappelle que vous étiez en ligne depuis Bamako. Et vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez faire entendre vos échos du terrain, que ce soit des questions ou des réactions à nos épisodes. Pour ce faire, écrivez-nous à contact@sciencesdechenon.com, envoyez un message WhatsApp au +223 67 42 63 52 ou tout simplement retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Sciences de Chenon.
On passe maintenant à la boussole de vents locaux, celle qui nous aide à repérer les dates, les appels à projets et les moments à ne pas manquer. Bertine Kalnimé est avec nous sur ce plateau pour nous guider à travers l'agenda du mois. Bonjour Bertine. Bonjour Bilal, bonjour à toutes et à tous. Alors Bertine, quelles sont les opportunités et les événements à ne pas manquer ces prochaines semaines? 3 annonces à retenir ce mois-ci. Un appel à candidature est lancé pour les organisations de la société civile d'Afrique et d'Asie. Il s'agit de la 2e cohorte du programme CISO, Budget Advocacy Accelerator, porté par le Global Health Advocacy Incubator. Pendant 1 an, ce programme offre des formations pratiques, mentorat sur mesure et échanges entre pairs pour renforcer les capacités de plaidoyer en faveur de la santé publique, en particulier contre les maladies non transmissibles, les traumatismes et les urgences sanitaires. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 juillet 2025 à 22h. Et puis le 27 juillet, ce sera la journée internationale du fonio. Le fonio, c'est cette petite céréale 100% africaine cultivée surtout en Guinée, mais aussi au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. En plus d'être bonne pour la santé, elle résiste à la chaleur et au manque d'eau. Un vrai trésor face au changement climatique. Préserver le fonio, c'est protéger notre alimentation et soutenir nos agriculteurs. Enfin, le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, lance un appel à projets sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents dans 13 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana. Chaque projet peut recevoir jusqu'à $692 000 pour des recherches concrètes. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 août 2025 avec un webinaire d'information tenu le 3 juillet. Voilà Bilal, c'est tout pour ce mois. Que le vent soit avec nos auditeurs pour naviguer vers de nouveaux horizons. De belles perspectives à explorer. Merci beaucoup Bertine et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles opportunités. La régie nous envoie ses notes familières comme un appel au voyage. C'est le moment de plonger dans les racines du savoir, la rubrique où l'on remonte le fil du temps, là où les mémoires locales éclairent notre présent. Et dans cet épisode, les racines du savoir nous amènent là où les arbres parlent. Mardo Cheboli vous propose une immersion dans une forêt sacrée de Casamance, au Sénégal. Ici, les baobabs ne sont pas que des géants du paysage. Ils sont mémoire, totems et parfois juges silencieux des hommes. Mardoché, aujourd'hui, vous nous emmenez dans un monde où les baobabs ne sont pas que des silhouettes sur l'horizon. Oui, Bilal. Ici, le baobab est un pilier de la société et on le retrouve au cœur de plusieurs forêts qui incarnent une dimension sacrée. Dans certains villages, comme Tendouk ou Tionkessil, il n'est pas rare qu'on dise qu'un baobab entend et se souvient. Il devient tribunal, sanctuaire et lieu de transmission. Un instant, Mardoché, vous parlez de tribunal. Est-ce une image ou une réalité? C'est une réalité bien vivante. Sous certains baobabs, on venait régler des différends. Les anciens racontent qu'une fois un accord conclu, souvent à la suite d'une médiation collective, chacun devait jurer de respecter sa parole. Si l'un des protagonistes rompait l'engagement, on disait qu'il s'exposait à la disgrâce ou même à des malheurs. Je me souviens de ce que m'a confié Hassan Diatta, un doyen de Tionkessil, qui disait quand quelqu'un trahit un serment, prêté sous un baobab, tôt ou tard, la vérité revient comme si l'arbre lui-même se chargeait de la dévoiler au village. Et celui ou celle qui a menti finit toujours par en payer le prix. C'est impressionnant de voir un arbre devenir garant des règles. Exactement, Bilal. C'était un univers symbolique et il n'y avait pas que de conciliation. Certaines cérémonies d'initiation des jeunes se tiennent sous ces géants baobabs. Ces arbres devenaient alors des témoins silencieux des engagements de vie et de l'entrée dans l'âge adulte. Vous avez aussi rencontré des personnes qui œuvrent à préserver ces mémoires? Absolument. Je pense à Lamine Keba Sonko, figure majeure de la culture Jola, qui, selon lui, le baobab est un pilier de la mémoire casamançaise et un symbole vivace d'identité. Dans ses écrits, il attire l'attention sur le fait que protéger un baobab, c'est préserver la mémoire collective de la région.
Et au-delà de la symbolique, ces forêts sacrées sont aussi, je suppose, des espaces essentiels pour l'environnement. Effectivement, Bilal, elles sont d'importantes réserves de biodiversité. Leurs sols retiennent l'humidité, les espèces animales y trouvent refuge. Et paradoxalement, plus ces lieux sont respectés par leur dimension sacrée, souvent à cause du baobab, plus ils échappent à la surexploitation. C'est un équilibre subtil entre le sacré et le vivant. Merci Barodoché pour ce voyage au cœur d'un patrimoine qui relie les racines aux valeurs. C'était la racine du savoir, une incursion dans ces lieux où la mémoire et la nature se confondent. Nous voici au terme de ce nouvel épisode de Vents locaux, le podcast de sciences de chez nous. Merci de nous avoir écoutés et accompagnés, une fois encore, à la croisée des cultures, du climat et des savoirs. Retrouvez cette émission sur notre site web, le www.sciencesdechez-nous.com, ainsi que sur nos réseaux sociaux et bientôt sur les ondes de nos radios partenaires. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de notre planète.